Aujourd'hui, le gouvernement du Québec préserve le service de garde à contribution réduite au Québec plutôt que d'assister passivement à son effritement. Le premier ministre, ce matin, et son gouvernement ont annoncé une nouvelle taxe famille pour la classe moyenne. Honnêtement, Monsieur le Président, c'est une trahison que vivent les Québécois et les familles. Ce qu'on voit encore une fois, c'est que Philippe Couillard ne respecte pas ses promesses. Forte réaction de l'opposition aujourd'hui, mais l'état des finances publiques au Québec nécessite des compressions budgétaires. La fin du tarif unique dans les services de garde va renflouer les coffres de 160 millions de dollars par année. Alors, s'attaquer aux garderies, est-ce vraiment la bonne cible? Tacha est ce soir à Toronto. Bonsoir, Tacha. Bonsoir. Et Michel et Daniel sont avec moi en studio. Bonsoir. 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 Alors, avant de parler de la question de fond, Philippe Couillard, en campagne électorale, avait promis de ne pas augmenter les tarifs de garderie. On se souvient qu'il avait beaucoup critiqué la proposition du Parti québécois de faire passer ce tarif de 7 à 9 dollars. Lui avait dit on va l'indexer pour éviter un choc tarifaire pour les familles. Michel, promesse rompue? Oui, évidemment, promesse rompue. Promesse qui n'aurait jamais dû être faite, d'ailleurs, parce qu'au moment où cette augmentation-là avait été annoncée, ça avait très bien passé. Tout le monde s'est demandé qu'est-ce qui avait piqué les libéraux pour que tout d'un coup, ils veulent revenir là-dessus. Mais maintenant, tout le monde serait d'accord pour que les garderies soient gratuites puis que ça soit comme ça jusqu'à l'université. Hein. Dans un monde idéal, ce serait ça. Mais je pense qu'il faut mettre vraiment les choses en perspective. Quand le régime a été créé en 98, l'usager payait 20 de la note. L'État payait le reste. Aujourd'hui, la part de l'usager est à 13 Autrement dit, toute proportion gardée, ça coûte moins cher aujourd'hui d'envoyer ses enfants à la garderie que ça coûtait il y a 15 ans. Alors qu'il est évident que les finances publiques ne sont pas celles qu'elles étaient il y a 15 ans. Alors, à partir de ce moment-là, il est évident que c'est désagréable d'avoir une hausse comme celle-là. C'est un choc pour certains. Mais si on avait indexé les tarifs à l'inflation dès le départ, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, tous les gouvernements successifs ont été lâches là-dessus. Oui. À la veille des élections, on promet ça en se disant, bon, ben on verra. Mais c'est un programme dont les Québécois sont très fiers. Avec raison, mais c'est un programme qui coûte cher. Tacha, quand même, il y a des jeunes familles qui se sentent peut-être trahies aujourd'hui. Peut-être, mais mon Dieu, je suis d'accord avec Michel. Ah. Écoute, mon Dieu, non, mais je crois que se passe-t-il? Vous êtes parlé avant ou... Non, pas du tout. Je suis surprise, Michel. Mais honnêtement, je pense, si on est honnête avec soi-même, c'est vrai, si l'indexation, si les gouvernements auraient eu le courage politique d'indexer, on ne serait pas ici parce que le tarif serait déjà plus haut, serait aux alentours de 20 ce qu'il serait selon la réforme Couillard. Est-ce que c'est une promesse brisée? Certaines familles vont dire oui, et dans le sens pur, ce l'est. Mais je pense que M. Couillard, il a dit aujourd'hui, l'universalité ne veut pas nécessairement dire maintenir un coût fixe pour tout le monde. C'est la capacité d'avoir accès à un programme selon le revenu. Et je pense que l'augmentation ne touche pas la vaste majorité d'une façon exigeante de la population. Alors, je pense que c'est le gros bon sens. Écoute, en Ontario, s'il y avait un programme comme ça, les gens danseraient dans la rue. Alors, voilà. Oui, c'est vrai que c'est probablement le programme le plus généreux en au Ontario, Canada. parce que j'y habite comme Tacha. Mes voisins qui ont 3 enfants à la garderie payent 60 $ par jour par enfant, 180 $ par jour. Ça, c'est la moyenne. Alors, non seulement ils danseraient dans la rue, mais ils crieraient au Père Noël tout de suite et ils seraient très contents. Donc, le programme fait l'envie du reste du pays, n'empêche. Philippe Couillard dit que le programme n'était plus soutenable tel quel, qu'en modulant les tarifs, il le préserve. Donc, c'était un programme envié, mais trop coûteux, trop luxueux pour le Québec? 2,7 milliards de dollars. Est-ce que c'est trop coûteux? Plusieurs vous diront oui. Michel a fait la démonstration tout à l'heure que les parents payaient de moins en moins et l'État de plus en plus. Vous savez, quand vous vous lancez dans une vaste opération d'assainissement des finances publiques, comme le fait le gouvernement Couillard en ce moment, il ne peut pas y avoir de vache sacrée. Je suis convaincu qu'on ne touchera pas aux frais de scolarité pour les raisons que vous connaissez, à cause de la réaction qu'on a eue il y a 18 mois, 2 ans. Mais tous les autres programmes, on le voit à l'éducation, on le voit dans le domaine de la santé, on est en train d'effectuer une grande opération d'assainissement des finances publiques. Est-ce qu'on aurait dû épargner les garderies? Écoutez, oui, c'est un excellent programme. Oui, ça a permis à plusieurs femmes de retourner sur le marché du travail, d'avoir des carrières. Je regardais tout à l'heure les chiffres. Il n'y a pas plus de femmes qui travaillent au Québec qu'il y en a moins qu'en Alberta, moins qu'en Ontario, moins qu'en Saskatchewan. Alors oui, le programme est bon, mais ce n'est pas la panacée universelle non plus.
N'empêche que déjà, on l'a commencé à l'entendre quand même, on s'attaque à l'universalité. Tacha y faisait allusion, Oui, bien, on Michel. s'attaque à l'universalité, mais l'universalité, il y a un mythe là-dedans. Là. Il y a beaucoup d'entorses déjà à l'universalité. Prenez par exemple dans les CHSLD, les personnes âgées, le tarif est selon le revenu. Alors pourquoi, quand on est âgé, ça serait comme ça, mais quand on est enfant, ça ne le serait pas? Et même dans le système de garde, voyez les gens qui envoient leurs enfants dans des garderies non subventionnées parce qu'il n'y a pas de place dans les garderies subventionnées, bien, le crédit d'impôt qu'ils ont en retour n'a pas la même valeur selon qu'ils ont des revenus plus ou moins élevés. Alors là, déjà, il y a une progressivité, si on veut, qui existe au moment où on se parle. Oui. Et tant que l'universalité, le principe même, vous voyez, il y avait un sondage, beaucoup de gens ont été surpris, moi, en tout cas, la semaine dernière. Oui, dans votre journal. Oui, c'était un léger marketing du Devoir. Et 60 des Québécois se disaient d'accord avec la modulation selon le revenu. Et de tous les partis, enfin, il y a Québec solidaire, il y avait simplement 46 qui étaient d'accord, ce qui est beaucoup quand on voit les cris d'indignation qui sont poussés par leur porte-parole. Mais les péquistes, les caquistes, évidemment, les libéraux, tous ces gens-là étaient largement d'accord avec le principe. Tacha, donc, pour une famille moyenne, quand même, qui gagne un revenu familial de 120 000 $, c'est 1 500 $ de plus par enfant. C'est pas rien, quand même. C'est pas rien, mais écoute, contre ça, cette famille-là va recevoir 60 $ par enfant de plus du gouvernement fédéral. Et ils vont recevoir une hausse de la déductibilité des frais d'impôt. C'est ça, de crédit d'impôt pour les frais de garde de 1 000 $ de plus par enfant. Alors là, qu'est-ce qu'on arrive? C'est presque la totalité par enfant du 1 500. Ça ne va pas leur frapper autant que ça. C'est sûr qu'ils ne vont pas bénéficier de cet argent en su de ce qu'ils ont présentement. Mais c'est très intéressant de voir cette réforme qui arrive en même temps que le gouvernement fédéral qui ont dit, écoute, on va vous aider avec votre choix finalement. Écoute, c'est un choix de société que le Québec a fait d'avoir un programme comme cela, mais il faut qu'il se finance d'une façon responsable. Autrement, ça ne peut pas être soutenable. Mais est-ce que ça ouvre la porte maintenant, parce que les gens vont se poser des questions, à d'autres modulations pour d'autres choses, Daniel? Ou plus que la modulation encore, est-ce que, comme le disait Françoise David aujourd'hui, on s'en va vers le principe utilisateur-payeur? Est-ce qu'à partir de maintenant, tous les services que vous allez avoir du gouvernement, vous allez payer plus si vous êtes riche, moins si vous n'êtes pas riche? Est-ce que on va aller, s'il faut se rendre jusque-là et que l'assainissement, on n'arrive pas on n'y arrive pas à un ticket modérateur en santé, à des péages partout sur les autoroutes, c'est quoi la solution? Si vous n'êtes pas capable d'assainir les finances publiques et que vous êtes menacé de décote ou de quoi que ce soit. Alors, je vous dis pas que c'est vers ça qu'on s'en va, mais ce qui est arrivé avec les garderies aujourd'hui, ça ouvre la porte à d'autres possibilités. Mais c'était déjà dépendamment ouvert, de l'acceptabilité. Castonguay avait déjà recommandé un ticket modérateur. Et en ce qui a trait au péage, ça a déjà été discuté aussi. Et je pense qu'il faut être ouvert à ces solutions-là, particulièrement quand il y a une dette fulgurante comme le Québec a, comparativement aux autres provinces qui, eux, ont aussi parfois des coûts. On peut penser à l'autoroute 407 ici à Ontario qui est privée. Les gens payent pour ça. C'est leur choix de le faire. Écoute, il y a des options, mais comme j'ai dit, il faut tous les explorer. Alors, élargissons un peu le débat, parce qu'il y avait un sondage publié aujourd'hui dans lequel on voyait une montée d'insatisfaction vis-à-vis du gouvernement Couillard. Le sondeur parlait même d'une cassure. Alors, comment vous expliquez ça, Michel? Moi, je trouve que cassure, c'est un peu fort, là, dans la mesure où s'il y avait des élections demain matin, le gouvernement Couillard serait reconduit. Oui, elles ont lieu juste dans 4 ans. Oui, exactement. Mais bon, il y a de l'insatisfaction, ça va de soi. Moi, j'ai l'impression que c'est pas tellement à cause, sûrement pas simplement à cause de l'histoire des garderies, mais c'est le sentiment général c'est le sentiment général d'avoir été trompé. Hein? Les libéraux, là, ils avaient promis qu'il n'y en aurait pas d'augmentation au-delà de l'inflation. C'était la même chose pour les tarifs d'Hydro-Québec. C'était la même chose pour la taxe scolaire, alors que là, pelletant ces factures dans la cour des commissions scolaires, elles sont obligées d'augmenter la taxe. Ouais. Alors, tout ça... Les emplois sont pas au rendez-vous. Et voilà. Et la grande promesse, c'était de dire, ne vous inquiétez pas, quand on va arriver au pouvoir, il va y avoir une espèce d'effet magique là, qui va doper l'économie et
cette croissance-là va absorber une grande partie des compressions. Et on le voit, c'est pas le cas. Oui, quand vous êtes en campagne électorale et que vous promettez aux gens d'assainir les finances publiques, tout le monde est pour la vertu, tout le monde aime la tarte aux pommes, ils se disent oui, 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 bravo, merci, bonjour. Mais quand vous réalisez qu'on coupe bon nombre de commissions scolaires, qu'on refait complètement le système de santé, qu'on change le financement des garderies, et quoi encore, il y a plusieurs mesures qui ont été annoncées ou lancées, là, les gens se disent, oh, est-ce que c'est vraiment pour ça qu'on a voté? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce que le Québec est rendu là? Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être avoir un grand débat de société là-dessus, décider exactement où on veut couper? Il vaut mieux que ça arrive au gouvernement Couillard en début de mandat. Oui. Et il vaut mieux pour lui qu'il réussisse son opération d'assainissement des finances publiques parce que là, les gens vont lui en vouloir. Mais il vaudrait parce que là, mieux oui, aussi c'est ça, éventuellement introduire, il y a cette idée d'avoir comme à Ottawa d'ailleurs une espèce de directeur parlementaire du budget qui donnerait à la veille d'une élection un portrait exact des finances publiques. Voilà. Parce que là, c'est tout le monde Ça promet marche pas à n'importe Ottawa, quoi, puis Michel, après je ça sais dit... pas. Sacha, ça marche pas J'allais bien dire, à Ottawa, avoir mais... Ben, je sais cette que le gouvernement indépendance- Harper l'aime pas beaucoup, mais Exactement. je le comprends. Le gouvernement conservateur l'a créé à Ottawa. Et il le bureau, regrette, et ça, marche je pas le du tout, comprends ça fait pas bien. du tout leur affaire. Mais du point de vue d'un contribuable, je pense que ça serait plus honnête là, à la veille d'une Oui. élection d'avoir Oui, un portrait absolument. exact. Bon, on va rester à l'Assemblée nationale pour dire un mot en terminant sur Pierre-Carl Péladeau. J'aurais préféré attendre qu'il se présente pour qu'on en parle de façon Vous êtes plus certaine qu'il va se large. présenter? Ben, je sais pas, mais c'est ce qu'on nous dit. Mais on a l'impression qu'il apprend le métier de député à la dure. Non, cette semaine, c'était des problèmes avec la presse, Michel. C'est très dur pour M. Péladeau. Vous savez, Jean Charest disait un politicien qui se plaint des médias, c'est comme un poisson qui se plaint de l'eau. Il se plaint de son environnement. C'est tout ce qui est arrivé à M. Péladeau cette semaine, c'est des choses tout à fait normales. Recevoir un appel sur son cellulaire, se faire accoster par De un Denis journaliste Lessard, dans en un... plus. de Denis Lessard. Se faire accoster dans un couloir du Parlement, écoutez, c'est l'ABC de la vie, c'est le quotidien d'un politicien. Alors, à un moment donné, M. Péladeau devra comprendre qu'il n'est pas l'empereur de Chine, qu'il ne peut pas L'empereur de décider de revoir toutes les règles de la démocratie québécoise comme elles existent depuis des dizaines d'années. Vous savez, M. Péladeau, pendant le lockout au Journal de Montréal, il avait poursuivi le président de l'Assemblée nationale parce qu'il n'était pas capable de faire accréditer ses scabs à la tribune de la presse. Ben, il y a des règles et puis M. Péladeau va être obligé de s'y plier comme tout le monde. Mais c'est Sacha, un petit justement, mot. Michel, tu as dit le mot démocratie. M. Péladeau, c'est un homme d'affaires qui devrait connaître les médias, d'ailleurs, c'est son métier, mais quand même, c'est pas une personne qui a dû respecter les opinions de plein de monde, comme la population, comme les autres politiciens. Alors, s'habituer à ça, je pense, il a un peu de difficulté. Mais il y a ça, plusieurs c'est modèles qui clairement. pourraient suivre. Hein. Brian Mulroney aimait beaucoup les journalistes, répondait tout le temps. Pierre-Éliott Trudeau répondait à 9 questions sur 10, refusait de répondre à 9 sur 10, et Stephen Harper refuse de répondre à 10 sur 10. Alors, il y a plusieurs modèles dont il peut s'inspirer pour ici, fonctionner avec des journalistes. Au Québec, c'est assez différent, honnêtement. Même des hommes comme M. Parizeau, M. Bouchard, qui n'étaient pas des gens qui se laissaient manger la laine sur le dos facilement, s'étaient pliés d'assez sujet-là, bonne grâce. ouais. Et paradoxalement, celui qui a le plus mal vécu, je pense, avec ça, c'est un autre patron de presse, c'était Claude Ryan. Quand M. Ryan était chef du Parti libéral, les relations étaient très tendues avec la presse. Alors, à il faut un Québec. journaliste comme René Lévesque et pas un patron comme M. Péladeau. C'est probablement Le mot de la fin, Excellent. Tacha. Très juste. En tout cas, M. Péladeau trouve le moyen de faire parler de lui toutes les semaines, même s'il n'est pas encore candidat. On s'en reparlera. Merci beaucoup à vous trois. Au revoir. Au revoir.